Mais c'est toujours, moi je dis, c'est les 3 R. Reconnaître les faits, réparer et remercier. Et si tu as les 3 R, bah t'es sauvé. Bienvenue sur le podcast Interaction, animé par Julien Pibouré, consultant social media. Et Julien Bréal, formateur et consultant en acquisition de clients sur Internet. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des professionnels du digital qui partagent avec nous leur histoire et leur expertise. Pour ce premier épisode, nous partons à la rencontre d'Émeraude Lamier, consultante social media, avec qui nous allons parler de gestion de crise. N'hésitez pas à laisser une évaluation positive sur iTunes. Très bonne écoute. On va démarrer. En fait, on aimerait savoir pour démarrer comment t'as arrivé à devenir consultante social media. C'est quoi ton parcours? Ouais. C'est un peu le fruit du hasard. En fait, je me dis que des fois, tu sais, tu prévois des choses dans ta tête et rien ne se passe comme prévu. Parce qu'il y a la rencontre avec des gens, il y a des temps, c'est une question de timing aussi. Il y a une question de quand on est prêt. Donc en fait, au tout départ, je suis un pur produit publicitaire à la base. Donc j'ai passé des années en agence de publicité, notamment sur Lille. Et puis après, je voulais être un peu plus aguerrie côté annonceur. Et pour monter en compétences. C'est vrai que le monde des agences, j'adore. C'est là où tu apprends tout. Mais c'est là où c'est un univers aussi un peu cruel et où tu peux très difficilement monter. C'est difficile de se faire reconnaître aussi en agence. Ça dépend dans quelles agences on travaille. Mais je trouve qu'il y a un côté où ça manque de reconnaissance. Donc j'avais ce besoin de reconnaissance, et par besoin de reconnaissance, du coup, je monte chez l'annonceur. Et chez l'annonceur, donc je travaillais dans l'univers du foot. J'étais responsable communication et marketing pendant 2 ans. Passionnant, c'était monoproduit. D'ailleurs, je travaillais pour les œufs, donc chez Cocorette. Mais c'était un univers génial. Je me suis éclatée là-dedans. Je faisais quasiment tout de A à Z. Et là, je connaissais pas encore l'univers des réseaux sociaux vraiment. Je travaillais les réseaux sociaux. D'ailleurs, je viens de l'univers de la communication et du marketing, donc ça allait de soi. Mais l'univers du digital, je suis arrivée, on va dire, à une période un peu charnière aussi. Ma génération fait que on a connu les réseaux sociaux quand ça arrivait, finalement, ça a bouleversé notre milieu de travail. Et quand je suis arrivée en agence, justement, les réseaux sociaux, on venait les intégrer dans les stratégies d'entreprise. Donc pile poil boum, quoi. Ça le faisait, quoi. Je suis arrivée pile poil au bon moment. Donc je suis pas une opportuniste pour autant, mais c'est vrai que le hasard a fait plutôt bien les choses. Et puis après tout ce qui s'est passé dans cette boîte d'œufs, je me suis dit j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'un autre parcours, j'ai envie de me faire moi-même, j'ai envie de créer ma propre société. Ça germé en moi depuis super longtemps. Et je me suis éclatée dans la crise en fait, grâce à l'univers du food. C'est là où est arrivé Findus, la viande de cheval, etc., toutes les crises. Et je me suis passionnée là-dedans. J'ai dû désamorcer des crises, notamment dans le secteur du food. Donc je me suis dit, il faut que j'en fasse mon métier. D'ailleurs, c'est un marché de niche. Personne ne veut faire la crise, parce que la crise, c'est le vendredi soir, c'est le samedi, c'est le dimanche et c'est le lundi matin. Alors personne ne veut faire ça. Alors je me suis dit, allez, marché de niche, je fonce dans la crise. Et ça a plutôt bien pris. Et c'est comme ça qu'il y a eu les premiers clients qui m'ont fait confiance. Et c'est comme ça que l'histoire a pris. Mais c'est qu'une question, encore une fois, d'opportunité et de rencontre. Ok, et comment tu vois l'évolution de ton métier? En gros, de ce que tu as démarré, je pense que c'était assez amateur au départ. Je pense que les entreprises n'étaient pas très très bien structurées. Et finalement, en plus, je pense que la problématique chez toi, c'est que souvent on doit te contacter un peu au dernier moment. Ouais. Genre la crise, en fait, on est complètement perdu, on est débordé, on ne sait pas comment faire, on a besoin de vous. Du coup, simplement sur l'évolution de ton métier, qu'est-ce qui a changé entre à l'époque où tu as démarré et maintenant? Comment ça a évolué ton métier? Je trouve qu'il y a un vrai changement entre community manager et social media manager. Le community management tend à pas disparaître, mais à se transformer pour être beaucoup plus stratégique. On va dire qu'au début de mes missions, on me demandait beaucoup de choses très opérationnelles, d'appliquer, de faire. Sauf qu'aujourd'hui, ça a un peu changé. On me demande d'avoir une casquette beaucoup plus opérationnelle. D'ailleurs, toutes les missions qu'on me demande, c'est de penser la stratégie et de réaliser l'opérationnel qui va derrière. Donc, c'est ça qui a changé en fait. C'est que le community manager se doit d'être social media manager. La casquette aujourd'hui, c'est opérationnel plus stratégique. D'ailleurs, c'est un coût de gagner en fait si tu arrives à avoir les 2 compétences en une seule personne.
Ouais, je trouve, enfin, pour moi, c'est ça la grande révolution qu'il y a eu en quelques années. Et quand tu interviens dans une entreprise, c'est quoi la première chose que tu leur dis ou ce que tu fais par rapport à une crise? C'est quoi votre thématique? Qu'est-ce qui peut péter? C'est quoi les thématiques un peu chaudes? Est-ce qu'il n'y a pas des casseroles? Parce qu'on va vite s'en apercevoir. Est-ce qu'il n'y a pas des antécédents? Il n'y a pas un historique? Il n'y a pas des trucs qui sont sortis dans la presse il y a quelques années? Ouais, tu leur demandes d'être totalement transparent Idéalement. Alors je sais qu'ils ne peuvent pas l'être complètement, je sais pas, les dirigeants. Voilà, des trucs qui se passent aussi dans l'entreprise, ils peuvent pas tout me dire parce que je reste quand même externe. Mais il faut qu'ils me fassent confiance aussi. Voilà, moi, je ferme la bouche aussi parfois. Moi, mon but, c'est juste de défendre les marques quand ça explose. Donc, il faut, et je leur dis, de toute façon, il faut être préparé en amont. Si on ne prépare pas en amont, on sera sous le coup de l'émotion. Et je t'assure que quand tu as une crise, genre, c'est les attentats, et quand il y a un client qui est impliqué dans l'attentat, et ben t'es mal, quoi. Si t'as pas préparé le coup, et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, on a eu une crise notamment dans le milieu de l'assurance. Rodolphe, mais je m'en souviendrai toujours de son prénom, il a perdu ses lunettes et son téléphone dans les attentats lorsqu'il a fui au Bataclan. Rien n'était préparé en amont. Il a fallu se débrouiller avec notre petit Rodolphe. Donc ça, c'était terrible. T'es avec ton émotion, du coup, t'as pas la réaction à froid. Comme t'as rien préparé en amont. C'est-à-dire que Rodolphe est un client d'un assureur? Ouais. Rodolphe est un client d'assureur qui fuyait les attentats. Il a perdu ses lunettes et son portable pendant les attentats. Du coup, il appelle l'assureur. Oui, bonjour. Et l'assureur répond, ouais, mais monsieur Rodolphe, vous avez une franchise à payer de 100 €. Aïe. Donc tu vois, ça fait mal. Rodolphe se plaint sur les réseaux sociaux en disant ouais, super, merci l'assureur, j'ai une franchise à payer alors que j'ai fui le Bataclan. Autant vous dire que j'ai l'émotion est très dure à tenir là-dessus. Donc toi aussi, quand tu prends ça en pleine phase, c'est très dur d'avoir ce recul et de dire... Dans ce cas-là, c'est toi qui reçois le message? Oui, ouais, je reçois le message et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on a mis tout un processus en place, mais là, sur le coup, tu te dis, on n'avait pas prévu les attentats, quoi. Mais comment tu peux penser au pire? C'est pas possible. Dans ces cas-là, le client, il te fait totalement confiance? Il dit comment ça se passe? Alors là, c'était compliqué parce que là, le client fait confiance et on répond, on essaye de créer un argumentaire à l'arrache en moins d'1 heure, même pas en 20 minutes, avec une équipe de communicants. Donc on est tous ensemble à rédiger l'argumentaire. Donc on est 2 ou 3 personnes, tout au plus. Mais la validation n'était pas là. Donc là, il fallait répondre le plus vite possible à ce Rodolphe. C'est combien de temps? Là, 20 minutes, il fallait répondre dans les 20 minutes. C'est très rapide parce que on voyait que Rodolphe, 50 likes, 100 likes, 200 likes, 500 likes. Et là, tu te dis, waouh, ça prend des proportions de fou. Et tout le monde soutient Rodolphe et disent, l'assurance ne fait pas son boulot, mais quelle horreur, on est en France, il n'y a pas d'empathie, puis là, ça devient politique et tout se transforme. Si tu ne réagis pas dans les 15 ou 20 minutes, la crise, elle se transforme, elle mute, elle devient monstre. Et puis, ça part dans des délires, dans de la fake news, ça part dans des rumeurs. Et d'un seul coup, tu te dis, si à un moment donné, un journaliste tombe sur cette conversation que l'on a ensemble, ça va partir en l'assureur n'assure pas, ne rembourse pas les victimes du Bataclan. Moi, je le voyais en gros, tu vois, dans la presse, et je me suis dit, bordel, il faut absolument qu'on évite ça. Et pour éviter ça, on est toute une équipe à répondre en temps réel, si ce n'est pas préparé. C'est pour ça que il faut dire à ses clients de préparer tout en amont. Et juste pour revenir sur Rodolphe, où est-ce qu'il a publié cette information? Sur Facebook. Et sur le mur du client? Sur un commentaire? Sur le commentaire d'un post. Sur le commentaire d'un post qui n'avait rien à voir, qui avait strictement rien à voir, mais qu'on avait publié quasiment juste avant les attentats. Donc il a juste répondu là où il avait une tribune, là où il pouvait s'exprimer. Mais le pauvre, il avait utilisé toutes ses armes. Il avait appelé le service après-vente, il avait tout fait. Et son dernier recours, et c'est souvent le cas, le dernier recours, c'est les réseaux sociaux. Et le community manager, tu te démerdes. Il y a un peu de ça. Sauf que si le community manager a préparé ses petits thèmes un peu chauds, sa ligne éditoriale spéciale crise et son schéma de gouvernance, il n'y a aucun souci. D'accord. Ça se fait dans les 5 minutes et il n'y a pas de crise limite.
Et c'est quoi les outils que tu utilises du coup, parce que tu dois utiliser beaucoup d'outils de veille Ouais, pour, donc on a des outils de veille en fait du type Digimind, sauf que ça coûte très cher. Par exemple, quand tu l'utilises pour des gros comptes, on est sur du 450 € par mois. Donc ça commence à chiffrer un petit peu, ça commence à être un peu cher. Donc après, la veille peut se faire de manière artisanale, à la mano, pour des clients qui ont un peu moins d'argent. C'est possible. Mais du coup, est-ce que finalement 450 €, c'est pas cher payé par rapport à une crise? On voit quand même il y a des marques qui ont beaucoup souffert de... Ça dépend de l'importance des crises qu'il peut y avoir chez un client. Quand tu vas en effet chez des clients du CAC 40, bah là, on met Digimind, c'est obligatoire. Par contre, chez des clients un peu plus bisounours, c'est où tu sais que c'est maîtrisable d'un point de vue humain, ça sert à rien de développer avec l'aide d'un outil. On peut se débrouiller à la mano, juste avec Hootsuite, et avec des équipes qui gèrent sur l'outil de gestion Hootsuite, ça peut se faire. La veille se fait un peu de manière artisanale, mais elle se fait gratuitement ou juste en payant Hootsuite, quoi. Ok, et comment tu ressens la maturité des clients par rapport à ça? Parce que, est-ce que tu as des clients avec lesquels tu anticipes, enfin tu vends tes services en anticipation en disant vous devriez en tout cas avoir un processus en cas de crise où finalement 80% des clients avec qui tu travailles, quand ils viennent vers toi, ils sont déjà en crise. Ils sont déjà en crise, c'est D'accord, ça le problème en fait. Okay. Alors que moi j'aimerais bien être dans prévenir plus que guérir, mais dans quasiment 100% des cas, je dirais 90% des cas, t'es vraiment là-dessus, c'est l'instant. C'est l'instant. Et après, on constitue ensemble une ligne éditoriale spéciale crise, on fait vraiment une stratégie de crise en cas de crise. Mais ça leur est jamais venu à l'idée tant qu'ils ne le vivent pas et tant qu'ils ont eu une mauvaise expérience. Mais c'est bien, il faut souvent tomber pour se relever et puis comprendre un peu de ses échecs. Mais c'est bien finalement que ça se passe comme ça aussi parfois. Et dans des gestions de crise, est-ce que parfois tu t'es rendu compte d'erreurs dans la façon dont tu as amené, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la vitesse à laquelle tu vas répondre à un message? Puisque finalement, il faut prendre un peu plus de temps, mais mieux répondre au message. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu as pu faire comme erreur ou ce genre de choses? Au début, en fait, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai été dans la réactivité pure et dure. J'ai été la plus réactive. Tu voulais aller vite. Et surtout, je voulais tellement bien faire, j'ai pas pris justement ce recul nécessaire qui fait que j'étais dans une stratégie de ping-pong. Vas-y, j'ai un message, tu réponds, j'ai un message, tu réponds, j'ai un message, tu réponds. C'est l'usine. C'est l'usine et du coup, c'est pas du tout efficace. Ce qui est efficace, et vraiment ce qu'il a été par la suite, et une erreur que je ne fais plus, c'est il faut être proactif. Donc en effet, il faut répondre rapidement, mais prendre ce recul où tu te dis, c'est quoi les problèmes? Rapidement, ça veut dire quoi? Rapidement, c'est donc déjà 15 minutes, avoir un petit message qui dit quand même « Salut Coco, j'ai bien reçu ton message, t'en fais pas, je t'ai vu, mais on va prendre le temps. On va pas hésiter à revenir vers vous pour répondre à l'ensemble de vos questions, on recense l'ensemble des problèmes et on revient vers vous avec un argumentaire un peu plus construit. » On peut même dire le lendemain, c'est pas grave. Mais il faut répondre dans un délai de 24 heures, idéalement. Alors ça, c'est idéal. Mais voilà, quand ça arrive à 6 heures le soir, c'est pas grave, tu peux répondre à 18 heures le lendemain. Mais il faut qu'il y ait un délai de 24 heures. Si tu réponds après 24 heures, c'est mort. C'est pas possible. Tu tiens pas dans les clous et tu déçois les gens. Ça le fait pas. Alors que si on a un petit message de 15 minutes et tu dis « Ça va, j'ai vu votre message, y a pas de souci. » Et qu'après, tu réponds avec un argumentaire super bien construit, détaillé, qui explique « Ok, mea culpa, on s'excuse, on reconnaît les faits et on répare ce qui s'est passé et surtout on remercie notre communauté pour sa participation, pour être venue, etc. » Mais c'est toujours, moi je dis, c'est les 3 R. Reconnaître les faits, réparer et remercier. Et si tu as les 3 R, t'es sauvé. Mais sauf que pour créer les 3 R, soit tu l'as préparé en amont, soit tu le crées à chaud, mais dans les 24 heures. Okay. Mais par contre, il faut que ce soit validé. Donc, il faut que ce soit validé, je sais pas, par le COMEX, il faut que ce soit validé par la direction, il faut que ce soit validé par les gens qui sont censés le valider, le truc. Sauf que les crises arrivent le pire le vendredi soir, le samedi, le dimanche. Quand est-ce que les gens sont là? En tout cas, les gens du boulot ne sont pas là. Donc, pour le faire valider, tu vas ramer. Et c'est tout l'intérêt de la crise, quoi. C'est travailler de ton côté, mais faire valider par des personnes qui sont peut-être pas présentes à ce moment-là.
Et j'avais cru voir sur une dernière crise, on pourrait parler de différents sujets, mais si on prend des exemples comme Cahuzac par exemple, il y a des tendances où en fait il y avait deux temps. C'est-à-dire qu'en effet, soit tu réponds assez rapidement à la crise, c'est-à-dire en gros ce que tu disais en 24 heures, et j'ai l'impression qu'il y a une tendance en ce moment, alors c'est peut-être plus lié aux grands médias, à la presse qu'aux réseaux sociaux, mais du fait de ne pas répondre du tout, de laisser la première vague passer, où en fait voilà, on critique, il se passe pendant plusieurs jours. Et finalement, on répond dans un deuxième temps quand c'est beaucoup plus calme. Et à ce moment-là, on répond par une interview, par exemple. Est-ce qu'en effet, d'abord, est-ce que la différence entre les réseaux sociaux et la presse, est-ce qu'on peut, en effet, tu es obligé de répondre en 24 heures, alors que la presse, tu peux finalement laisser passer une vague comme ça de critiques pendant plusieurs jours, même si elle est horrible, et de répondre dans un second temps. Enfin, comment tu gères les deux? Parce que finalement, est-ce qu'on ne demande pas des fois de dire... est-ce que c'est pas trop tôt de répondre maintenant? Enfin, comment tu gères tout ça? Le problème sur les réseaux sociaux, c'est que tout ce qu'on laisse sur le web, c'est de l'encre indélébile. Donc moi, ça m'offusque de laisser des gens détruire une marque de manière illégitime. Et de se dire, mais tout ce qu'ils disent, mais c'est pas forcément vrai, ou c'est pas la réalité. Sur les réseaux sociaux, de toute façon, c'est soit tout noir ou soit tout blanc, il n'y a pas de gris. Donc c'est à nous d'apporter aussi cette nuance qui fait que la marque, attention, c'est pas forcément la réalité ce que vous dites, il y a peut-être une nuance. Donc ça, c'est le rôle de la marque à apporter. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des réseaux sociaux naissent peut-être des crises qui vont se diffuser sur d'autres médias. Donc on est obligé de répondre tout de suite pour éviter que les médias diffusent sur le traditionnel et que là, ton encre indélébile sur le web, elle se transforme en encre indélébile de tout partout. Donc ça, c'est terrible. Autre chose, le fait... Du coup, juste sur cette partie-là, réseaux sociaux, presse, c'est différent. C'est quoi? En fait, non, mais c'est le fait que... Finalement, le fait que la marque n'est pas assez réactive par rapport à la crise sur les réseaux sociaux, ou alors répond mal, parce que finalement, on s'est rendu compte aussi qu'il y a des marques qui répondent à une crise, et finalement ça se retrouve sur la presse. C'était déjà arrivé, toi, par exemple, que tu aies des crises qui se soient... jusqu'à maintenant, tu as eu la chance de... Ouais, voilà, j'ai croisé les doigts. Pourtant, il y avait des journalistes, je ne vais pas les citer, mais il y avait des journalistes de la presse qui étaient au taquet et qui regardaient la crise, tu vois, limite, à attendre les petites choses croustillantes qui allaient tomber. Donc, tu te dis que ta parole, ce n'est plus du peer-to-peer, c'est plus personne à personne. C'est diffusé non seulement au B2C, donc aux consommateurs, aux clients, mais ça peut à tout moment se propager et à tout moment, on peut réinterpréter ce que tu as mis sur les réseaux sociaux pour qu'on en fasse un titre de journal. Et ça, c'est terrible. Tu te dis qu'il y a un certain point, en fait, qui repose comme ça, comme chape de plomb. Là, tu te dis comme une épée Damoclès au-dessus de ta tête et tu te dis, ouais, j'ai pas intérêt à faire des conneries. C'est pour ça, il faut préparer les choses. Toujours, il faut toujours préparer. Parce que sinon, t'es dans la merde. Et imaginons qu'il y en a une entreprise aujourd'hui qui se dit peut-être, de toute façon, moi... la communication de crise, ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce genre? Parce que finalement, tu t'expliques clairement que 90% des clients viennent quand ils sont en crise. Est-ce que finalement, toutes les entreprises aujourd'hui doivent se prémunir et qu'est-ce qu'elles doivent faire pour se prémunir en disant, est-ce que toutes les entreprises sont susceptibles d'avoir une communication de crise déjà au départ ou pas? Oui, on peut tous avoir des commentaires racistes, fascistes, sexistes sur nos réseaux sociaux. On voit avec tout ce qui s'est passé autour du harcèlement sexuel, par exemple. Alors, je dirais pas qu'il faut préparer un argumentaire spécial harcèlement sexuel dans toute nos lignes éditoriales, mais quand même, on n'est pas tout blanc. On n'est pas tout blanc. Il y a toujours un petit truc, pas net, dans une entreprise, et il faut se prémunir si ça sort. Donc, il vaut mieux se préparer plutôt que de fermer les yeux et de se dire que ça n'arrivera jamais chez... Et après, il y a des choses qui ne sont pas intrinsèques à l'entreprise. Il y a des choses dans l'environnement qui fait qu'on ne maîtrise pas les choses et qui peuvent rebondir sur nous et qui nous éclabousser. Mais ça aussi, il faut se prémunir contre l'environnement ou contre les gens. Parce que les gens aussi sont peut-être dans l'extrême et vont se lâcher sur les réseaux sociaux qu'ils ne feraient pas dans la réalité. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Il y a une manière de parler sur les réseaux sociaux, une manière de répondre qui n'est pas que comme dans la vraie vie. On ne répondrait pas comme ça aux gens si on les avait en face de nous. Mais à un moment, il faut les calmer, parce que ce n'est pas à la communauté de donner le ton. C'est à nous de choisir le ton, la sensibilité des gens, à savoir qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent de nous. Est-ce que tu as déjà eu des cas, est-ce que tu as déjà refusé des cas de crise avec des entreprises
Est-ce que, je sais pas, est-ce que sur certains sujets, par exemple, ou certaines choses où finalement tu t'es. Je sais pas, est-ce que. Ou alors, ou même au-delà de ça, est-ce que il y a des entreprises, sans forcément les nommer, ou Ouais. des secteurs, avec lesquels tu n'irais pas dessus, même pour gérer des crises, tu n'irais pas dessus parce que c'est trop tu vois, sensible touchy. ou, ouais. Alors, j'ai jamais refusé, mais des fois, je me suis posé des questions d'un point de vue éthique. Ouais. Ça, tu te poses la question parce que quand tu vois des images, quand tu vois des choses qui prouvent que la boîte n'est pas blanche, Ok. mais tu es obligé de la défendre, bah, tu la défends. Mais après, quand on est indépendante aussi, on fait le choix de choisir ses clients. Donc, si j'ai refusé, en tout cas, c'est surtout d'un point de vue éthique. C'est j'ai envie de travailler avec elle ou j'ai pas envie de travailler avec elle. Mais sans savoir même les crises qu'il y avait. Ok. Et du coup, c'est quoi dans ton métier ce que tu préfères au quotidien? Qu'est-ce qui t'anime et qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins Bonne question. J'ai vu qu'on a changé, mais j'ai lié, Ah oui. j'ai lié avec ce que tu viens de dire. Du coup, je me suis dit, mais du coup, qu'est-ce qui te. En fait, c'est la découverte de nouvelles choses, en fait, parce que il y a plusieurs community managers, ou social media managers. Ouais. Il y a à la fois les gens qui sont très experts dans un domaine, donc on va dire experts en assurance, experts en food, experts dans des choses vraiment très très précises. Ça, on va dire que c'est des gens qui sont très recherchés, je trouve, parce que c'est des gens qui connaissent leur univers, mais qui vont se transformer, qui ont juste la pastille digitale. Du coup, ils savent, par exemple, quand ils sont dans l'univers de la banque, ils n'ont rien à réapprendre. Ils savent tout, connaissent tout, le jargon, le vocable, la manière de travailler dans une banque, ils savent tout. Alors que nous, par exemple, on est experts en digital, mais à chaque fois qu'on retourne chez un client, on doit tout réapprendre. Quand tu vas chez l'assurance, il faut apprendre le jargon, la manière de s'exprimer, le vocable. Pareil, quand tu vas dans l'univers corporate, il faut réapprendre tout l'univers, tout le lexique, les gens aussi, parce que c'est pas du tout les mêmes manières de travailler. Donc c'est ça qui est génial dans nos profils, je trouve, c'est que c'est toujours différent. Je me suis jamais ennuyée depuis que je fais ça, depuis pratiquement 3 ans, parce que c'est nouveau tout le temps. Avant, j'avais l'impression que c'était redondant quand tu travailles soit chez l'agence ou soit chez l'annonceur. J'ai cette impression de toujours un peu faire la même chose. Parce qu'on me donnait beaucoup du food, je faisais que du food. Tu fais de l'écologie, je travaillais que pour des trucs écologiques. Je faisais aussi l'alcool, je travaillais que sur l'alcool. À un moment donné, c'est redondant et tu te dis, justement, j'ai plus de raison de me lever le matin, tellement c'est embêtant. Alors que quand tu travailles pour différents clients et que ça pète dans tous les sens, c'est la crise et tout. Mais des fois, c'est sympa, des fois, tu travailles pour des clients aussi où il n'y a pas de crise et puis ça se passe bien. Des fois, tu fais du personal branding, des fois, tu fais des choses plus marketing, des fois, tu fais la stratégie, des fois, tu fais l'opérationnel. C'est ça qui est génial. C'est cette richesse qu'offre le métier de community manager, à savoir... c'est multifacette et t'es un peu caméléon, donc ça c'est cool, c'est ce que j'aime. Et il y a une crise, je sais pas, qui s'est passée il y a 6 mois, il y a 1 an que t'as vu passer, que t'aurais aimé gérer? Tout ce qui se passe avec Cash Investigation, je trouve ça génial. Les gens qui gèrent les crises de Cash Investigation, je les trouve géniaux. Je dirais que c'est ça, c'est le pire qui peut t'arriver quand Cash Investigation déboule dans ta boîte et que c'est-à-dire d'être du côté des marques pour défendre bien sûr, c'est génial parce que alors moi j'adore Cash Investigation, j'adore Elie Jousset, j'adore cette émission, mais on s'aperçoit que c'est pareil, c'est tout noir ou tout blanc et la marque est là aussi pour encore une fois apporter son petit gris, sa petite nuance, comme quoi oui c'est vrai. On revend nos données à des ONG et puis c'est pas correct, sauf que c'est légal, tu vois, il y a toujours un moyen de rebondir. En fait, j'ai remarqué dans la crise, il y a toujours un moyen de positiver et de rebondir sur ses pattes et de retourner le cerveau des gens et leur faire penser différemment. Il y a toujours un moyen de faire une petite pirouette. Mais pas en manipulant les gens, Vraiment avec des faits, avec des choses concrètes et sans mentir. Et comment t'expliques qu'aujourd'hui il y a encore des chefs d'entreprise qui se laissent interviewer chez Cash Investigation par exemple, mais qui n'anticipent pas toute cette partie, Ça je comprends pas. ils se disent pas... Ça je comprends pas. Quand t'as Élise Lucet à tes portes, quand t'as Cash Investigation à tes portes, il faut prévoir un plan de crise. Il faut prévoir. Même si tu penses que l'interview se passe bien, si tout s'est bien passé, si c'est propre,
il faut absolument préparer une cellule de crise avec des gens compétents qui vont écrire un argumentaire si le cas échéant, si ça se passe. Il ne faut pas se préparer le jour J. Oui, il y a un manque peut-être de préparation, du coup, des dirigeants qui prennent la parole, on la Ouais, marque. puis t'as le temps. Je veux dire, entre le moment où elle tourne et le moment où c'est diffusé, t'as le temps d'écrire un communiqué de presse, d'écrire tous les posts qui seront publiés en amont sur Twitter, tous les posts qui seront publiés en amont sur Facebook. Si les gens répondent ça, qu'est-ce qu'on répond derrière? Bon, il y a tellement moyen de, encore une fois, rebondir sur ses pattes. Sauf que ça demande du temps. Et du temps, est-ce que les marques en ont? Peut-être pas, parce que les relations presse font leur boulot, communication institutionnelle fait son boulot aussi. Donc c'est vrai que la communication crise est à coquiner à quel service? Ça dépend encore une fois. Tu vois, est-ce que c'est l'RP, est-ce que c'est communication institutionnelle, est-ce que c'est marketing, qui s'occupe de ça? Voilà, tout est structuré dans l'entreprise s'il n'y a pas de cellule de crise déjà faite. Et est-ce que tu peux parler d'une je sais pas si je peux vraiment dire ça, mais disons d'une crise que tu as gérée et qui s'est hyper bien terminée, dont tu étais très contente de la façon dont les choses se sont déroulées et que finalement les messages que tu as voulu faire passer ont été entendus en fait par les différentes cibles? Je dirais que c'est le pire, hein, je suis vraiment désolée, mais c'est quand on parle de terrorisme. Maintenant, quand ça se passe, quand il y a un attentat ou quoi que ce soit, on a des argumentaires déjà prévus. Tout est prévu en amont, tout est écrit en amont. Et ça nous permet d'être dans la sensibilité et l'émotion du temps, en ayant préparé en amont. Donc c'est de l'information froide, mais on essaiera de réinterpréter, de réécrire le wording, le contenu rédactionnel que l'on a prévu, pour répondre à chaud. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc moi, lorsqu'il y a eu des attentats, par exemple, je trouve qu'on a bien... on a été dans la sensibilité aussi des gens, on a réussi à faire passer un message alors que le temps était très difficile. Même pour les community managers, c'était très difficile de répondre d'un point de vue émotionnel. Enfin, on est tellement pris par l'émotion, c'est très dur de dépasser ça, de prendre ce fameux recul, de ne pas être dans l'émotion pure. Donc ça, c'est, je dirais, ce que je suis le plus... je dirais là où ça a été le plus difficile à gérer, mais là où on a plutôt bien géré avec les équipes, c'est quand il y a des clients qui fuient les attentats et qu'on arrive à trouver des solutions. Ok, il y a mon téléphone qui sonne, je vais juste l'éteindre. Donc voilà, quand on arrive à trouver des solutions pour les gens qui nous entendent et qu'on ne fait pas l'autruche, quoi. Parce que c'est grave ce qui arrive et on les prend en considération. Donc ça, je dirais que c'est un moment fort. En tout cas, c'est un moment qui m'a fortement marqué, où je me suis dit, ça va, mon boulot sert à quelque chose. Ça a servi à quelque chose. Je suis pas là à faire du buzz, à vouloir le meilleur taux d'engagement. À ce moment-là, ça m'intéressait pas. Je voulais juste que les gens comprennent que la marque était avec eux, qu'on n'était pas contre eux. Et est-ce qu'une entreprise aujourd'hui a besoin de... Est-ce qu'elle peut gérer elle-même une crise sur les réseaux sociaux, ou finalement elle a quand même besoin d'un regard extérieur Alors, je ne vais pas prêcher par ma paroisse, mais le but c'est qu'elle soit autonome. D'ailleurs, en tant que consultant, notre job c'est de venir conseiller, mais de faire en sorte au maximum que l'entreprise soit autonome par la suite. Okay. Le but c'est pas de rester chez les gens. Ouais. Le but c'est pas de rester dans les entreprises ad vitam aeternam. Le but c'est on les conseille à un moment donné, mais on fait tout, on restructure avec les ressources financières et humaines, voir qu'est-ce qu'on peut faire. L'idée, c'est qu'ils se débrouillent seuls lorsque ça réarrive. Mais s'il y a une crise qu'on n'avait pas encore prévue, malgré tout ce qui s'est passé, là, on revient, mais de manière ponctuelle, une fois de temps en temps. Et c'est quoi les 2-3 actions que doit mettre en place une entreprise si elle veut avoir, un ou deux outils et peut-être les mots-clés sur lesquels qu'elle doit renseigner pour essayer de garder un peu une visibilité, en tout cas gérer un peu une veille sur sa marque et essayer de voir si une crise arrive. Est-ce qu'il y a 2-3 actions à faire elle-même, à mettre en place pour essayer de se dire, tiens, si on parle de moi, je veux le savoir sur tel forum ou tel réseau, que ça remonte et que c'est quoi les quelques actions Je dirais avoir des bons outils de veille, donc par exemple DigiMind,
avoir par exemple des équipes qui soient opérationnelles et qui soient formées. Je pense qu'il y a une formation en fait des gens en interne qui est extrêmement importante. Les former à la crise, donc simuler des crises avec eux, leur balancer une crise et dites allez les cocos, vous fais ça résolvez la crise. Ouais, mais c'est hyper bien. Des exercices pratiques. Des exercices, en fait, on simule une fausse crise. D'ailleurs, je suis détracteur à ce moment-là. Et ils doivent me calmer sur les réseaux sociaux. Sauf que des fois, ça part en cacahuète. Il y a des gens qui montent sur les tables et tout. Enfin, ça hurle dans tous les sens parce que c'est prenant. Enfin, tu vois, émotionnellement parlant, tu te dis « mais je vais perdre mon job ». Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu l'histoire, alors pas du Bataclan, mais avec Charlie, du 13 novembre 2015. Quand c'est arrivé, ça faisait même pas un mois que je travaillais pour le client. Et là, je me suis dit, je perds mon job. C'est la première chose que tu te dis quand tu as une crise aussi forte pour le client. Tu te dis, je vais perdre la mission. Je vais perdre la mission parce que c'est tellement grave ce qui se passe. Si je m'en tire pas, si j'arrive pas à résoudre ça, on va plus me faire confiance. Donc moi, c'était un moyen aussi de prouver au client de quoi j'étais capable et de montrer que j'avais encore j'avais encore de la puissance en moi, de l'énergie. J'avais assez de ressources pour leur prouver que tout allait, que c'était maîtrisé, il n'y avait pas de souci. Mais donc la première chose à se dire, c'est quelles sont mes ressources vives en interne. Quels sont les gens qui potentiellement ne pleurent pas devant une crise, quoi. Ouais. Mais ils savent gérer leurs émotions et ça c'est très important. Ah ouais, même surtout en tant que community manager, pas prendre pour soi tout ce qui se passe. Et quand tu es dans une émotion nationale, comme ce qui s'est passé avec les attentats, c'est dur, quoi. Mais même moi, j'étais la première à pleurer pour Rodolphe, à pleurer pour le Bataclan, pour tout ce qui s'est passé. Et tu dois passer ton temps sur un clavier à répondre à des gens qui te trollent. Et tu te dis, là, mon métier, il n'a plus de sens. Mais s'il a du sens, parce que tout ce que tu vas marquer va rester dans les poubelles de l'Internet, peut-être pour ad vitam aeternam. Donc, tu as intérêt à faire en sorte que ça se passe bien. Et du coup, comment tu gères cette partie émotion ? Comment tu fais pour toi la gérer ? Des fois, tu gères pas. Des fois, tu te dis, oh là là, bordel de merde, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est l'horreur. Franchement, c'est l'horreur. Des fois, tu sais comment ça va se passer. Donc, moi, des fois, je dis, allez, j'ai 15 minutes pour répondre. Donc, finalement, j'ai le temps. Allez, je me prends un thé, je prends 5 minutes là pour moi, je me concentre. Et en fait, première chose que je fais, je prends un brouillon et j'ai besoin d'écrire. Donc, j'écris en fait sur le côté l'argumentaire. Et quand il est bon, il est plus ou moins structuré, je le réécris sur clavier. Parce que à chaud, j'ai besoin de ce recul en fait, parce qu'à chaud, on peut marquer tout et n'importe quoi sur le clavier. Donc j'ai besoin de changer de support, de me remettre sur l'écrit, la base, de me replonger dans quelque chose qui est très terrien, quoi. Je mets la main dans le cambouis et après je reviens sur les réseaux sociaux. Mais j'ai besoin à un temps donné d'arrêter, de stopper, de me dire ça va, j'ai compris le problème et de me dire j'ai la solution. Mais la solution, il faut sortir un peu des réseaux. Alors c'est bientôt terminé. Ouais. Je te rassure. Comment tu te vois d'ici quelques années ? Est-ce que tu dois continuer à faire ça ? Est-ce que je sais, c'est difficile. C'est une question qui est difficile. C'est clair. Surtout sur le digital. Mais ouais, je sais pas comment tu te vois d'ici 5 ans ou 10 ans. J'ai l'impression que c'est quand même un métier qui est prenant émotionnellement. Est-ce que tu te vois faire ça, continuer d'ici 5 ans, 10 ans ou pas ? Est-ce que tu as une idée ou pas Non, j'avoue, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est ce que je te disais en fait au tout début. J'ai tellement prévu ma vie, ça va se passer, tout va se passer comme ça, tout était limite écrit. D'accord. Je pensais que j'allais passer ma vie en agence, ça s'est pas fait. Ouais. Je pensais que j'allais passer ma vie chez l'annonceur, ça s'est pas fait non plus. Et puis, est-ce que je vais passer toute ma vie en free ? Peut-être. Et puis, peut-être que l'agence, elle va... voilà, l'idée, ce serait sympa de recruter, etc., des nouvelles personnes dans la société, d'avoir des associés, etc., pourquoi pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie, alors je suis désolée, je vous ouvre ma case perso, mais je crois que le but aussi, c'est de trouver un certain équilibre entre le perso et le pro. Donc, du coup, on est tous dans cette volonté d'équilibre-là. Et avoir plein de clients, c'est super. Avoir plein de projets, c'est super. Mais quelle est la vie que je veux ? Ça, c'est un petit peu mieux, en fait.
Donc voilà, je sais pas du tout ce que me réserve la vie dans 5-10 ans, mais j'espère que ça va continuer encore. Mais l'histoire se fait pas seule, ça se fait toujours avec des gens. Donc c'est les bonnes rencontres, le bon timing, voilà, c'est les gens en fait. Ok. Alors du coup, si quelqu'un veut te contacter, il écoute le podcast et qu'il a envie de te contacter par rapport à la com de crise ou par rapport à ce que tu as pu dire, ou t'envoyer un message en disant j'ai bien aimé ce que vous avez dit. S'il y a des gens qui le font, mais je suis certain qu'il y a des gens qui vont le faire. Du coup, comment on peut te contacter? Alors, soit sur mon site internet, donc l'hommeavulours.fr. Okay. Ou sinon, et j'avoue, je suis beaucoup plus facile à joindre sur mon compte Twitter, donc c'est Émeraude Lamier. Super. @Émeraude Lamier. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose que tu voulais dire avant de terminer ou pas? On en a parlé en off, sans que ce soit, enregistré, mais s'il y a quelque chose à retenir dans ce métier-là, on en parlait d'ailleurs, et je pense que vous avez la même philosophie, c'est que le don attire le contre-don. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir, si vous voulez faire les métiers du digital, si vous voulez être community manager demain, donnez pour recevoir. Mais donnez pour recevoir à la fois aux autres, aux gens qui vont vous former, mais aussi à votre communauté. Parce que juste publier des posts froids en attendant que ça vienne à vous, là on va dans le mur. Il faut justement donner à sa communauté pour que la communauté vous donne également. Mais ça marche, c'est une règle qui marche un peu pour tout dans la vie. Voilà. C'est un super mot de la fin, je crois que j'aurais pas fait mieux. Merci beaucoup. Vous m'avez inspiré. Merci beaucoup. Merci à toi, merci aux deux Julien, quoi. Oui, merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn à Julien Bréal et Julien Pibouret. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.